Je vais chanter ce matin. Olmaz böyle şey, tam mutlu oldum derken karşıma çıktın küçük bey. Lay 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 lom, lay 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 lom. Ben je suis heureux tout simplement. C'est pas interdit au moins, j'espère. Voilà, je suis en partance encore. Je laisse derrière moi toutes les sorrows. Et oui, il faut partir, on revient, on peut toujours partir aussi. C'est mieux partir. On revient par nécessité, mais on part par plaisir. Il y a une grande différence quand même entre partir et revenir. Ah. Ben, j'ai fini hier soir mon film qui s'appelle Oui, travail, langage. C'est 3 noyaux durs de toute la phénoménologie possible, passée et à venir.
Vraiment, c'est Michel Foucault, sans être phénoménologue, a trouvé trois racines, noyaux, noématiques pour penser l'homme, pour fonder toute science humaine. Il n'y a que trois choses comme noyaux, mais ça n'existe pas bien sûr séparément. C'est une triple noyau, dur comme un corps. C'est le corps moderne révélé. C'était déjà connu chez Hegel, bien sûr. La nature, la société civile, c'est le travail, bien sûr. Eh bien, le langage, c'est l'esprit. Tout est changé avec Foucault parce qu'il a complètement neutralisé l'existence dans la recherche. C'est-à-dire l'esprit est disparu et est devenu l'être dur du langage. Et travail, c'est à la place de tout affairement de la société civile. Et il peut y avoir plusieurs sortes de travail, bien sûr, on peut le catégoriser encore, et on peut faire un travail d'esprit, Traumarbeitung, comme il y a un travail pur et dur aussi, n'est-ce pas, besoin. Dans une heure, j'avais tout quand même résumé, devant les jeunes gens quand même, je n'ai pas fait tout seul, je n'ai pas préparé, c'était une journée de, disons, salut. Parce que j'avais retourné à mon bureau pour retrouver tous mes volumes de Cheikh Bedrettin, toute la jurisprudence sur les cas très très détaillés. Là, j'ai beaucoup de lectures à faire en fait, je devrais arrêter de faire des films. Il y a un deuxième film que j'ai fait, cette fois-ci, ce Petit Matin. Le soir, c'est autre chose, mais le Petit Matin, très tôt, c'est un deuxième film. Mais l'enregistrement sonore datait quand même de 24 octobre. Aujourd'hui, on est 25 décembre, le jour de Noël, donc il y a pas mal de temps. C'était égaré cet enregistrement, parce qu'il s'agissait d'une deuxième partie d'une cours intégrale, et cette deuxième partie s'était consacrée aux inspirations de Talmud, histoire de Talmud, et toute analyse sur le Talmud. J'avais fait déjà des films sur Talmud, inspiration talmudienne. Oui, c'était après une lecture plus attentive des travaux précédents que j'ai fait sur Talmud. C'était quand même une digression assez étalée et large, qui comprenait aussi l'islam. Et même, je parlais de Thomas Muster et de Cheikh Bedrettin. Donc, c'est justement, il fallait faire ça très vite ce matin. Il ne fallait pas encore plus rester en attente, parce que c'est la période de jurisprudence. Il faut être prudent dans la juridiction, mais autrement, c'est le phronésis, bien sûr, c'est tout un acquis spirituel qui nous demande une décision originale et libre. C'est ça, élargissement. Et oui, c'est ça, un esprit élargi, un concept élargi, même de la nature, même de l'homme, même de toutes choses, de la vie, du travail et du langage, bien sûr. Tout est élargi avec jurisprudence. Et Talmud, c'est grossi, élargi, ça devient quelque chose au-delà. On ne peut pas déterminer là où commence et là où finit. Comme dans le cas de Jérusalem, qui a écrit une monographie, soi-disant, de Freud, n'est-ce pas, comme une figure prophétique du judaïsme du XXe siècle, par exemple. C'est ça, hypostase. Depuis très longtemps, je suis à la poursuite de hypostase. Dans ce sens-là, peut-être dans ce sens-là, comme exemple, ça peut élargir encore. Alors, quand l'esprit
devient défectueux, c'est-à-dire perd sa vitalité intellectuelle, perd son corps au sens de corps, et l'esprit peut facilement laisser derrière son corps. Son corps est déjà défectueux, c'est une manifestation de l'esprit, le corps. Mais le corps, défectueux ou pas, c'est facilement reconstituable. Il faut un esprit pour reconstituer le corps du passé, de l'histoire. Bien sûr que ça se corrompt un corps, mais le pire, c'est l'esprit corrompu. Donc, la guerre, l'appel de la guerre se cache entre les deux, entre ces deux corruptions. Comme un remède, une sorte de pharmacon qui n'est pas un remède, mais une nécessité de cette schise initiale entre cette dyschronie, je dirais, entre corps et esprit. Mais quand le corps est déjà défectueux, l'esprit était depuis longtemps défectueux, parce que apparemment le corps c'est le résultat de l'esprit des anciens précédents. C'est ça la dialectique compliquée, mais ça marche toujours. Et sans pitié. J'ai quelques idées, je n'ai pas décidé encore, mais comme je vais encore vers l'autre côté européen de la ville, c'est-à-dire l'ancien Byzance, disons, eh bien, j'avais presque oublié que l'une des premières mosquées construites après la conquête de Byzance, que je ne crois pas qu'ils ont conquis pour l'éternité, c'était quelque chose de nouveau, c'était une sorte d'essai. Et parce qu'ils n'ont pas démoli tout, pas du tout. Ils ont fait minimum et ils ont gardé tout. Donc, ils ont construit, mais ils ont transformé une église quand même. Peut-être que c'était déjà en ruine, dans un mauvais état peut-être, ou c'était démoli pendant la guerre de conquête. Donc, je parle de la mosquée construite par Mehmet II Conquérant, c'est Fatih Cami. Alors, on sait que dans le sous-bassement de cette mosquée, il y a une église. Mais où? J'avais vu pendant mon enfance, le sous-bassement c'était très haut, c'était étonnamment haut. On interprétait ça comme une différence de cote, on dit ça comme une mur de solidification, mais non, c'était exagéré, comme s'il s'agissait d'une faute architecturale. Non, ils ont gardé en bas, apparemment, ils ont enterré carrément, et ils ont fermé une église, comme dans le roman de Margaret Ursener, n'est-ce pas, là où il parlait d'une sorte de temple, là, même sans prêtre, et toutes les cérémonies religieuses se faisaient tout seul et depuis l'éternité, sans interruption. Et comme aujourd'hui, le jour de Noël, il y a une naissance divine quand même, une lumière qui s'éclate dans la ville. Là, je recherchais la source. Oui, c'est une bonne prétexte. C'est déjà décidé. Dans une grande ville, effectivement, c'est difficile de trouver des gens le matin, par exemple, qui se rigolent, qui se plaisantent. Ça pourrait être agréable. Moi, je parle quand je sors d'Istanbul, quand je suis dans le petit quartier aussi. Voilà, j'y vais à Fatih Mosquée. Il y a
tout à l'heure, il s'est passé quelque chose de bizarre dans mon trajet. J'ai changé mon idée initiale, en fait. Plutôt, j'ai traversé en toute vitesse avec le car, mosquée de Fatih. J'ai jeté un coup d'œil au soubassement. J'y pensais retourner, mais j'ai voulu aller, comme c'est très proche, à un musée de Cora. J'ai prononcé 2-3 fois le mot Cora, donc c'est devenu carrière musée. Ce n'est plus église, mais sauvegarde toutes les fresques, je sais. Mais je ne suis pas encore allé sur ma route. En fait, j'ai photographié plein de murailles et c'était bien investi certaines de, disons, chambres, je dirais odalisques. Même il y avait des endroits pour se reposer sûrement, pour les chats, pour les animaux et pour les humains. Eh bien, tout à coup, je me suis trouvé dans un parking avec les murailles et il y avait un stadium d'un club de foot local qui s'appelle Alten Eye, Golden Moon. Alors, les mots, c'est bizarre, Golden Moon. J'ai vu dans le stade, pas un match de foot, mais une grande foule et avec plein de pigeons de toutes sortes, pigeons de plaisir. Et en principe, je ne m'intéresse pas aux oiseaux domestiques, disons, domestication des oiseaux. Je n'ai pas un commerce comme ça, mais il y a un commerce véritable, il y a un travail, il y a un marché d'oiseaux, et même des grains, et tout ce qui touche, cage, etc. En ce qui concerne tout l'oiseau domesticable, l'oiseau de plaisir, je dirais. Et parce que j'ai remarqué qu'il y avait une foule et toute la foule était composée des hommes. Et de tout âge, j'ai remarqué en toute vitesse, et j'aime pas les foules, j'aime bien les marchés, mais voilà, je n'ai pas d'habitude. C'était dans le marché égyptien, dans le centre de la ville, il y avait un marché d'oiseaux, mais c'était plus bon, tranquille. Ici, il y a une masse. Et dans une dimanche, pourquoi il y a tant d'hommes de tout âge, enfants, vieux, adultes, et pourquoi ils s'intéressent et pourquoi ils se réunissent pour un seul but, qu'il s'agit d'oiseaux. Alors, j'ai traversé, je ne suis pas entré dans la foule. Je me demande si je veux traverser ou entrer, mais j'ai trouvé un coin tranquille de méditation dans une portique d'une muraille qui m'a l'air intéressant, mais je pense cette marché qui est tout à côté de moi, mais je suis quand même assez éloigné. Donc dans une bonne distance, maintenant je pense quel rapport phénoménologique qui puisse y avoir en ce qui concerne cette noyau dur de vie, travail et langage. Oui, c'est facile à déchiffrer, il s'agit d'un vivant, l'oiseau. C'est domestiqué par l'homme avec un travail. Il s'agit d'un marché, donc avec le vivant, on gagne de l'argent. Et on transforme le vivant, ça devient domestique. Et ce travail a un prix. Donc, voilà, c'est résolu jusqu'à là, mais langage. Mais j'ai fait l'accès à cette description phénoménologique par le langage, parce que ni la vie des oiseaux en tant que telle m'intéresse, ni le marché, c'est-à-dire travail en ce qui concerne autour des oiseaux. Domestication d'oiseaux. Mais langage, avant d'entrer cette description, je pensais que l'oiseau, quel est mon rapport avec l'oiseau dans le langage. J'ai traduit le mot oiseau pigeon à une espèce précise de voiture. Donc je me suis rappelé de cette histoire de voiture rouge.
Il s'agit d'abord, dans la chronologie de mes lectures, il s'agit d'une analyse de Sigmund Freud autour de Voiture rouge. Où est-ce qu'il trouvait dans une bizarre jeu de forme de Michel-Ange, et je me rappelle pas très bien du texte, mais il s'agissait quelque chose de schématique qui, comme les voitures, selon les légendes, captent les enfants. Donc, j'ai traduit ça dans ma tête tout à coup, peut-être c'est falsifié, mais l'histoire légendaire mythique de Ganymède. Donc, Michel-Ange, selon Freud, c'est un peu forcé peut-être, mais il rêvait, fantasmait d'être capturé par un oiseau rapace. Donc, et j'ai traduit dans ma tête tout à coup qu'il s'agit d'un monstre chinois, en fait, ce qu'on trouve très souvent dans les légendes orientales, iraniennes, perses, etc., Inde, chinois, jusqu'à Thaïlande. Toute l'Asie est obsédée par un monstre semi-volant, voilà, c'est semi-terrien, semi-céleste. Un être inexplicable qui fait peur aux enfants et apparemment aux adultes aussi, au niveau des fantasmes. Donc, il s'agit de cette chaîne comme noyau dur, cette histoire de voiture rouge. Je crois que c'était le titre et le sujet d'une contre de Hofmannsthal aussi. Je me demande, avant l'analyse de cette analyse de Michel-Ange qui a l'air un peu forcée, il faut revoir, de Sigmund Freud, est-ce que Sigmund Freud avait lu d'abord cette conte de Hofmannsthal concernant voiture rouge? Voilà. Et ça, c'est plus convaincant. Il avait déjà un texte suggestif en ce qui concerne cet oiseau rapace. Eh bien, ça, quel rapport avec cette marche? Dans une dimanche, c'est-à-dire il n'y a pas de travail, mais on transforme une journée de loisirs en un travail sur un vivant, et il s'agit des hommes de tout âge, surtout la différence d'âge aussi, c'est remarquable. Voilà, jusqu'à là, dans mon analyse, je suis venu dans un point, mais l'accès à cette analyse, c'était le langage, parce que sans cette légende mythique de voiture rouge, je ne peux pas avancer, je ne pourrais pas expliquer la chose, cette curiosité concernant un vivant volant de petite taille. Bon, c'est blanc et gris pour l'instant, il ne s'agit pas d'être le plus petits moineaux ou les oiseaux chantants, comment ça s'appelle, les rossignols, non, j'ai pas vu, peut-être il y en a, et j'ai pas vu de près. Voilà, selon le choix et le plaisir peut-être de toute taille, il s'agit de comparer des oiseaux, voilà. Petits oiseaux, grands oiseaux, et les domestiquer, comment manipuler, comment en faire, voilà, il devrait y avoir un langage approprié pour en parler, mais je ne possède pas ce langage précis de ornithologue, bien que, bon, quand je cherche dans mon passé, les choses soit figuratives, soit discursives, les oiseaux, alors je peux trouver, bien sûr, tout à coup, j'en trouve des choses incroyables. Cette histoire avec ma mère, j'étais vraiment petit, je ne voulais pas dormir dans le midi, mais il fallait que je dors au milieu de la journée. Donc, elle dessinait des yeux, mais quel rapport avec les oiseaux? Voilà, ça doit être ça. En fait, elle dessinait sur le mur blanc, deux yeux en noir, et elle disait que ses yeux me regardent pendant l'absence de ma mère, donc elle me contrôle si je me suis bien endormi ou encore je fais
des jeux. Donc, c'était pas convaincant, j'ai posé des questions et elle trouvait des explications en disant que les oiseaux peuvent me donner des nouvelles de toi, c'est ça. Et c'était plus convaincant en fait, parce qu'il y avait plein de pigeons par la fenêtre, je voyais, c'était plus convaincant. Les oiseaux rapportent des informations, oui. Les oiseaux, oui, c'est une médiation, enfin, ça rapporte, ça envoie, ça fait revenir, partir, revenir. Oui, première section, c'était ça. Deuxièmement, à Paris, dans mes, disons, recherches autour de la peinture, en fait, dans la pratique exercice de peinture, j'avais comme un peint en acrylique, un tableau assez grande taille pour un sujet, une seule voiture, c'est même pas suggestif quand même, enfin, c'était vraiment quelque chose de très bondé, une voiture qui a ouvert toutes les deux ailes et bien érectile, voilà. Et cet tableau, je cache toujours, je n'ai pas vu depuis vraiment très longtemps, enfin, je garde dans un coin. Alors, cet oiseau garde, deuxième séquence, qu'est-ce qu'il a d'autre? Cette histoire de Freud, ça fait 3 quand même. C'était une lecture d'enfance quand même. Analyse psychanalytique, l'une de mes premières lectures. Donc, quand j'ai délaissé ingénierie physical engineering, donc j'avais commencé à faire des lectures psychanalytiques et concernant l'art et l'histoire de l'art. Donc c'est un bon choix, cet recueil concernant les écrits qui touchent aux œuvres d'art visuel de Freud. Donc c'est un bon commencement dans mes lectures, mais commencer à quoi? En fait, il faut que je pense encore plus. Ben, j'ai trouvé immédiatement dernière séquence ou suivante, c'était parce que tout était venu tout à coup, mais en racontant, ça obéit à une certaine temporalité, à une ordre. Donc, mais dans ce tout, il y avait aussi les chants de Byzance que j'avais rédigé, une série de poèmes à Paris. Donc c'était en turc, mais avec une nostalgie de pays natal, donc d'Istanbul. Donc c'était métaphorisé comme Byzance. Donc je décrivais Byzance de toutes sortes. Donc j'ai une sorte, non pas égyptomanie, mais une sorte de byzantinomanie, je dirais. Et j'étais obsédé par les choses que je ne connais pas, mais d'une manière suggestive. J'étais toujours à dedans, en allant à l'école, en revenant, donc partant et revenant. Et il y a une partance des spectres de byzantins, et dans ces chants, en fait, l'image poétique le plus fort, il y en a beaucoup peut-être, mais dans l'ensemble, je tiens beaucoup à cette série de poèmes, mais les oiseaux de Byzance, alors, et surtout les hirondelles, je parlais des hirondelles, et quand à la tombée du soir, toutes les hirondelles de Byzance s'envolent, il apporte des nouvelles, voilà. L'oiseau était toujours décrit comme apportant des nouvelles, soit une nouvelle simple de la tombée de la nuit, du soir plutôt, n'est-ce pas, tous les oiseaux se mobilisent soit très tôt dans la matinée, dans l'aube et dans le crépuscule. Vraiment, ils sont les plus sensibles créateurs à ce changement des lumières et de
température. Donc les oiseaux, surtout hirondelles de Byzance, c'est très intimement lié à la ville. Hirondelle, pour moi, c'est une oiseau d'une espèce rare dans une ville, même comme ils sont massivement, ils s'envolent. Donc dans la ville, c'est très remarquable, ça marquant. Et les autres pigeons, on peut les voir dans toutes les heures de la journée, mais l'apparition de hirondelles très tôt ou très à la tombée du soir, et c'est cette soudainité de leur envol et survol, cette érection totale, donc peut-être qu'il s'agit de ça. Il faut tout de suite ajouter que dans mon cours en fait intitulé Vie, Travail, Langage, et dans la section de langage, j'avais longuement quand même fait un long discours concernant le langage des oiseaux, chant d'oiseaux, à la différence de langage d'oiseaux, ce qu'on appelle le langage d'oiseaux, c'est les hommes de mer Noire qui parlent, un langage codé, un langage de sifflement. Donc, surtout cette codation, cette histoire de code, j'avais souligné assez intensément. Quel est le code des oiseaux alors, ici, maintenant? À la fois, je veux aller voir, surtout se promener autour de cette église de pré-Renaissance de Cora, mais comme si quelque chose m'empêche, en fait, je me retarde, je me tarde, et ici, comme si quelque chose m'arrête. Ça, c'est intriguant. Je sais que j'ai fait un speech, donc c'est mon parloir très confortable, avec deux escaliers très symétriques, avec une portique, mais malheureusement gris, il y a des gris, je ne peux pas y entrer, je suis de mauvais côté des choses peut-être, mais c'est tant mieux. L'entrée c'est vide, c'est pas un musée ici, c'est tout est fermé au public, mais restauré. Pourquoi? Pour les spectres, pour les oiseaux peut-être, parce que c'est en plein air en fait, il n'y a pas de toit dans les murailles, c'est comme les murailles de Chine en fait, ça protège quoi. Tout est restauré ici en fait. Quand il restaure, il ferme au public. Quand c'est pas restauré, c'est ouvert. Il faut décider. J'ai l'impression d'être dans le bon côté des choses ici. Vous voyez, je suis tout en bas dans une crue, toujours dans les choses historiques, et on descend. Voilà. Je suis désolé de vous montrer les dépouilles des oiseaux, mais quand même, j'ai pas pu m'empêcher parce qu'il ressemblait vraiment à une voiture rouge, mais peut-être parce que c'était putréfié que c'était devenu rouge. Mais j'ai trouvé aussi des autres dépouilles, des chiens. Il y a beaucoup de chiens sans laisse ici, des chiens de la rue, chiens de Byzance. Et je commence à me familiariser. Ils m'ont trouvé tout de suite. D'ailleurs, j'aime bien les chiens en tout cas. Et les oiseaux, c'est pas très visible ici. Très tôt dans le matin, ils sont beaucoup plus visibles. Mais je vois le passé, les grandes cages. Il devrait y avoir une fête d'oiseaux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Noël en fait, 25 décembre, je répète. Oui, bon. Il ne faut pas prononcer trop ici, dans un pays. J'ai remarqué aussi que la taille énorme de certaines pierres, des pierres taillées, marbre, ça met une pression. Ça fait encore plus archaïque qu'il est. Je vois des signes aussi, comme une sorte de signe pour montrer les solaire en fait, nord, sud, est. Il faut déchiffrer, il faut regarder de bon côté aussi. Il
photographies de tous les côtés. Si je pense maintenant Muhyiddin Arabi, c'est parce que dans la matinée très tôt, j'ai rafraîchi mon lecture de 13 heures de Fusus al-Hikam. Et surtout son biographie, c'est très intéressant en fait. Il a vu Muhyiddin Arabi, il a vu dans son rêve Ibn Rushd, et il a dit qu'en fait, il y avait un abîme entre lui et sa propre philosophie. Il a décidé que ça va rester comme ça. Pourtant, il était son étudiant en fait, donc il connaît Aristote à partir de Ibn Rushd, et il s'éloigne délibérément à travers ses rêves. Ça, c'est une très véritable information. Et deuxièmement, en fait, Ibn Rushd, il était à Marrakech, d'Andalousie bien sûr, mais il a séjourné de Marrakech, je crois. Et pourtant, après la défaite, Ibn Arabi, il était né à Andalousie apparemment, et après la défaite de l'Andalousie, il est parti vers Caire et Damascus. Et surtout, il est entré en Anatolie, c'était la capitale de Selçukides, Konya, bien sûr, il est allé. Il a eu, étant enfant, presque Rumi. Il a enseigné un peu quand même, il a marqué surtout. Eh bien, il se mariait, je crois que c'est son premier mariage à Konya, avec une femme qui avait déjà marié, et donc son mari il était décédé sûrement. Eh bien, deuxième mariage de Muhyiddin Arabi, c'est encore en Anatolie. Je crois que c'est une dame, cette fois-ci, de... si je ne me trompe pas, de Malatya. Donc, toute cette histoire d'Erzurum, ça vient d'une autre lecture. Concernant Rumi, peut-être, avec son père. Son père, il l'avait fait passer par Erzurum, qui était une ville de poésie, toujours peut-être. Malatya, mais je connaissais pas. Je connaissais pas Malatya, et je croyais que c'était plutôt une ville arménienne, mais une grande tradition. Je vais vérifier tout ça. Je peux aller d'un jour à l'autre à Malatya aussi, surtout à Kayseri. Konya, je connais très bien. Je peux dire que je connais très bien. Erzurum, en hiver, c'est un peu difficile. Erzurum aussi, c'est en printemps. En plein été, on peut y aller à Erzurum. Je suis déjà, en fait, ici, dans cette marché d'oiseaux. À la fois dans l'ancien Istanbul de mon enfance, parce qu'il y a des marchés comme ça, hebdomadaires dans le week-end. Et aussi, je suis dans le bas-fond de, par exemple, Diyarbakır. J'adore l'ancien Diyarbakır, Ahmet, parce qu'il y a des murailles avec les pierres taillées volcaniques. Je crois que c'est construit avec les Selçuk. Pendant l'époque selçukide, c'est-à-dire beylik, seigneurie, féodale, Artukoğulları peut-être, ou bien l'autre, et peut-être les croisades aussi, avec la ville romaine. La ville romaine aussi, c'est une garnison, c'est-à-dire une grande caserne. Il y avait un armement de Rome, des Romains, des soldats de Mitra, je dirais. C'était logé à Diyarbakır, l'anciennement Ahmed. Oui, ça aussi il faut noter. On peut trouver seulement des traces des Romains à Diyarbakır, dans les autres endroits, surtout à Kayseri aussi.
il faut y aller, mon parent. Et oui, comme je devinais, et comme j'avais vu un cimetière, un reste de cimetière, il s'agissait malheureusement des Grecs. C'est pas très bien entretenu parce qu'il y a, je crois, la voie est élargie, cimetière un peu rétréci. Ça arrive au cimetière des musulmans aussi, je vous assure. Mon père, il est enterré juste à 2 pieds de loin d'ici. C'est pas arrivé à lui, mais c'est entretenu. Il y a des chiens, c'est partout, mais il y a des travaux, il y a des gens qui travaillent, je peux vous photographier. Donc c'est pas complètement délaissé. Il y a des gens qui entretiennent. Donc c'est rassurant, bien qu'il y ait des dommages. Dommages, oui. Oui. Mais c'est partout il y a dommages. C'est dommage qu'il y ait des dommages. Ben, il me semble que dans le stade de Karagümrük Spor, il devait y avoir auparavant une grande palais byzantin, parce qu'on voit bien le reste, tout un rectangle assez énorme. Ben, j'ai visité aussi le cimetière de Nekapı, parce qu'on est il y a très peu de distance. Oui, c'était bien. C'est reposant, hein? Et il y a beaucoup d'arbres, verdure. Bon, l'église de Kora était en restauration, donc on n'a pas vu grand chose. Je me suis satisfait des anciennes photos, mais l'état de parc en bas de l'église, c'est restauré, rénové, mais ça n'a rien à voir avec l'ancienne texture de la lenture de l'église, non, ça va pas du tout. Ben, je suis descendu de Kora vers le Golden Horn, là pour me reposer un peu dans le coucher du soleil. Mais il y avait, à vraiment dire, beaucoup de bruit, donc je n'ai pas pu beaucoup réfléchir et me concentrer. Et j'ai pris quelques photos, mais j'avais déjà pris les mêmes. J'ai vu le patriarche de Phéners, des Grecs en fait, c'est un centre d'orthodoxie, et quelque chose comme ça. Et je suis descendu vers Karaköy cette fois-ci. Là, je me suis un peu senti mieux parce que j'ai entendu plusieurs langues dans la journée, et très peu turc, sauf le site match de foot qui était assez sympa, parce que je voulais voir absolument un jour le stadium de Karagümrük, et j'ai assisté à un match dans un bref instant. C'était bien, Karagümrük, j'aime bien, enfin je supporte même, bien que le quartier n'est pas très bon état, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, les intégristes islamistes, là, ils se sont chez eux, et moi, pas tellement, mais il fallait suivre le changement de quartier pendant toutes les périodes, mais j'y vais pas très souvent. Et je vais juste pour le cimetière et je passe assez vite, mais cette fois-ci j'ai pris du temps. C'était pas mal, mais je crois qu'il y a quelque chose de nouveau en ce qui concerne la démographie, toujours, et la langue. Il y a vie, le travail à peu près, il y a très peu de choses à manger, c'est dommage. Mais langue, c'est dû à l'immigration des Syriens et peut-être des Irakiens. On entend beaucoup d'Arabes, mais on n'arrive pas à discuter avec les gens. Enfin, ils parlent toujours entre eux et de la guerre sainte, je crois. Enfin, je ne sais pas. Enfin, ils ne sont pas très ouverts. En tout cas, les filles, bon, ils se sont dans le 18e siècle, à Sadabad, quelque chose comme ça.
Donc, venir à Cadiqueuil, c'était revenir à la civilisation qu'on connaît, avec les meilleurs et avec les pires. Pour l'instant, ça va, en fait. Je vais prendre quelques photos là où je suis, ça va finir. Ce que je ne comprendrai jamais, en fait, et maintenant je me demande encore, c'est une église arménienne devant la rue. Et derrière, on voit une coupole avec étoile de David, donc c'est une église, synagogue. Et à gauche, à droite, il y a un bâtiment très illuminé, éclairé à cause de Noël. C'est le collège de Saint-Benoît. Et derrière l'église arménienne, obscure comme ça en carré, il y a la plus ancienne maison de prostitution d'Istanbul. C'est bon, je n'arrive pas à expliquer l'emplacement, sauf que on est dans le port quand même, enfin, douane, port, quarantine, et ça fait toute l'histoire de marine. Mais bon, c'est bizarre comme choix d'endroit, faire derrière l'église une maison de prostitution. C'est bizarre. Comment expliquent les lycéens la vie? C'est encore plus difficile.